Le soir où Rachida Dati décide de parler, la France retient son souffle. Sur le plateau, les projecteurs se braquent sur son visage calme, presque impassible. Puis, la phrase tombe, tranchante, sans détour. On a dit qu'on avait couché ensemble, Sarko et moi. C'est absurde. Un silence s'installe, lourd de 20 ans de rumeurs, de sous-entendus, de regards en coin. Ce que le public perçoit comme une provocation est, pour elle, une délivrance. Après des années à laisser parler les autres, Rachida Dati choisit enfin ses mots et elle les pèse comme des lames. Depuis le début de sa carrière, cette femme a la voix assurée et au regard d'acier fascine autant qu'elle dérange. Son ascension fulgurante au cœur du pouvoir a nourri les fantasmes d'une république avide de récits romanesques. Ministre, maire, députée européenne, figure médiatique redoutée. Tout en elle semblait annoncer une trajectoire de fer. Mais derrière cette image maîtrisée, une blessure persiste, celle d'avoir toujours dû prouver qu'elle ne devait rien à personne, pas même à l'homme que la presse a voulu lui prêter. Cette déclaration publique n'est pas un simple démenti, c'est un acte de guerre. Car Rachida Dati sait que dans le théâtre politique français, le silence est une forme de faiblesse. En brisant le sien, elle reprend le contrôle du récit. Depuis longtemps, les rumeurs d'une liaison avec Nicolas Sarkozy flottaient dans les colonnes des journaux comme un parfum persistant. Un mot, une photo, un regard suffisaient à relancer la machine. Elle, immobile, observait le vacarme. Mais, à 60 ans passés, elle ne supporte plus qu'on écrive à sa place. Ce soir-là, elle parle sans colère, sans éclat, mais avec cette lucidité qui caractérise ceux qui ont survécu à la tempête. Les journalistes s'attendaient à une confession, ils assistent à une leçon. En quelques phrases, Dati renverse la situation. Elle ne subit plus la rumeur, elle la dissèque, la retourne contre ceux qui l'ont alimentée, elle expose la mécanique d'un pays qui préfère la fiction à la réussite, le soupçon à la reconnaissance. Sous les lumières du plateau, son visage ne trahit aucune émotion. Pourtant, derrière la maîtrise, on devine l'épuisement d'une femme qui a dû bâtir sa légende en repoussant sans cesse les frontières du convenable. C'est pas une confession, c'est une mise à nu politique. La parole d'une femme qui a choisi d'assumer la complexité de sa vie, quitte à troubler ceux qui voudraient la réduire à un cliché. Rachida Dati ne cherche pas à plaire, elle veut être crue ou au moins entendue. Et cette nuit-là, toute la France écoute. Rachida Dati n'est pas née avec un nom destiné au palais de la République. Elle a vu le jour le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, au cœur d'une cité modeste où la réussite semblait réservée aux autres. Deuxième d'une fratrie nombreuse, elle grandit dans un appartement étroit où chaque victoire, même minuscule, était une conquête sur la fatalité. Son père, maçon marocain, quittait la maison avant l'aube, revenait couvert de poussière. Sa mère, d'origine algérienne, veillait à ce que les enfants ne manquent de rien, même quand le frigo sonnait creux. Dès l'enfance, Rachida apprend la rigueur et la fierté. À 12 ans, elle fait des ménages pour aider sa famille. À 15 ans, elle découvre le pouvoir du savoir. Ses professeurs se souviennent d'une élève silencieuse, observatrice, dont le regard disait déjà la détermination. Pour elle, les études ne sont pas un choix, mais un passeport. C'est ce qui l'amènera pas à pas jusqu'au banc de l'université Panthéon-Assas, temple de l'élite juridique française, où peu de femmes issues de son milieu avaient osé s'aventurer. Elle y apprend vite que la méritocratie a ses angles morts. Les regards condescendants, les remarques sur son accent ou son nom, elle les encaisse sans broncher. Chaque humiliation devient une leçon, chaque porte fermée, un défi. Quand elle réussit le concours de l'École nationale de la magistrature, c'est une victoire silencieuse contre les préjugés. À Bordeaux, parmi les futurs magistrats issus de familles aisées, elle se distingue par une énergie féroce, presque rageuse. On la juge trop directe, trop fière, trop différente. Elle ne s'en excuse pas. Ce caractère indomptable, forgé dans la dureté du quotidien, deviendra plus tard sa signature politique. Dati comprend tôt que, pour survivre dans un monde d'hommes, il faut parler leur langue sans jamais trahir la sienne. Elle apprend à manier les mots comme des armes, à lire les visages comme des dossiers, à anticiper les coups avant qu'ils ne viennent. Dans les couloirs austères de la justice française, la jeune magistrate
à la silhouette menue et au ton sec, s'impose par la force tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent. Son parcours est une ascension à contre-courant, celle d'une enfant d'immigré qui n'a jamais demandé la permission d'exister. Derrière son allure stricte et son tailleur impeccable, il y a la mémoire d'une cité, d'un père ouvrier, d'une mère courageuse. Ce mélange d'humilité et d'orgueil devient le socle d'une personnalité que rien ne pourra vraiment dompter. La petite fille des cités est devenue magistrate, mais au fond, elle reste cette adolescente qui rêvait de justice, non pas pour le pouvoir, mais pour réparer ce qu'elle avait vu d'injuste autour d'elle. C'est en 2002 que son destin bascule. À cette époque, Rachida Dati n'est qu'une magistrate parmi d'autres, respectée mais encore dans l'ombre. Puis, un jour, au détour d'une réunion au ministère de l'économie, elle croise Nicolas Sarkozy. Il remarque immédiatement cette femme au regard droit, à la parole vive, sans la moindre déférence feinte. Elle, de son côté, perçoit en lui une ambition dévorante qui fait écho à la sienne. Ce jour-là naît une alliance politique aussi brillante que dangereuse. Très vite, Sarkozy la prend sous son aile, il l'écoute, la teste, la provoque. Dati comprend qu'elle devra être plus qu'une collaboratrice, une confidente, une voix qu'il consulte quand les autres se taisent. Entre eux s'installe une complicité faite de respect, d'admiration et d'un soupçon de défi. Elle ose lui dire non, ce que peu autour de lui osent faire. Il aime cela. Elle devient indispensable, son ombre fidèle dans les coulisses du pouvoir. Quand il accède à l'Élysée en 2007, il la nomme ministre de la Justice, un poste historique pour une femme issue de l'immigration maghrébine. Devant les caméras, elle incarne la réussite républicaine, tailleur sobre, ton incisif, regard assuré. Mais derrière les flashs et les discours, la réalité est plus cruelle. Les attaques pleuvent, souvent teintées de racisme et de misogynie. On l'accuse d'arrogance, on critique son franc-parler et on la soupçonne d'être l'instrument du président. Chaque jour devient un duel. Pourtant, elle avance sans faiblir. Les couloirs du ministère bruissent de tension, mais elle garde la tête haute. Dati travaille sans relâche, réforme la carte judiciaire, affronte la magistrature, défie les syndicats. Elle ne cherche pas la sympathie, elle impose le respect. Dans ce combat permanent, Sarkozy reste son appui, son interlocuteur privilégié. Mais cette proximité nourrit toutes les spéculations. Photographies complices, regards échangés, murmures dans les dîners parisiens, la presse se déchaîne. Là où d'autres ont régné, elle choisit le silence. Ce mutisme, calculé ou instinctif, alimente la légende. Certains y voient une liaison, d'autres une loyauté absolue. La vérité, elle, demeure floue, peut être parce qu'elle n'appartient qu'à eux deux. Ce qui est certain, c'est que leur relation dépasse la politique. Sarkozy sait qu'elle lui doit sa visibilité, mais il sait aussi qu'elle ne lui doit pas son courage. Rachida Dati a bâti sa force seule, et c'est peu être cela qui l'a rendue si précieuse à ses yeux. Elle n'était ni soumise, ni docile. L'ombre de Sarkozy plane sur toute sa carrière, mais Dati ne s'en plaint pas. Elle la revendique comme un honneur. Car au-delà des rumeurs, c'est dans cette amitié incandescente qu'elle a trouvé sa plus grande épreuve et son plus grand rôle. Celui d'une femme fidèle, même quand le monde entier la soupçonne d'aimer. Le pouvoir, Rachida Dati l'a conquis, mais à quel prix ? Devenue ministre de la Justice, elle découvre vite que la lumière brûle plus qu'elle n'éclaire. Derrière chaque sourire officiel se cache un calcul, derrière chaque poignée de main, une menace voilée. Son style direct dérange, sa réussite irrite, sa liberté effraie. Dans un monde où les alliances sont fragiles et les trahisons quotidiennes, Dati apprend à survivre comme on apprend à respirer, sans y penser, mais toujours sur le qui-vive. Les réformes qu'elle impose, notamment celle de la carte judiciaire, suscitent une tempête. Les magistrats la jugent autoritaire, les députés la trouvent insolente, la presse l'accuse d'être la créature de Sarkozy, elle encaisse tout, ne cède rien, chaque critique devient un tremplin. On m'a prise pour un pion, j'ai joué comme une reine, confiera-t-elle plus tard. Ce franc-parler, ce mélange de fierté et de défi, forge sa légende autant qu'il l'isole. À mesure que le pouvoir grandit, les amis se raréfient. Et puis vient 2008, l'année où tout change. Encore ministre, elle annonce sa grossesse, les médias s'affolent. Qui est le père de l'enfant ? Les rumeurs fusent, les noms circulent, mais Dati reste de marbre. C'est ma vie et je la protège.
une phrase qui deviendra emblématique de son rapport au monde, dire le strict nécessaire, laisser deviner le reste. Dans un univers politique obsédé par la transparence, elle choisit la pudeur. Une pudeur qui, paradoxalement, la rend encore plus fascinante. Après son départ du gouvernement, elle conquiert la mairie du 7e arrondissement de Paris, un symbole fort. Une enfant des cités régnant désormais sur les rues les plus chics de la capitale. Le contraste dérange, bien sûr, on l'a dit, arrogante, arriviste, ingérable. Mais pour elle, chaque critique est la preuve qu'elle dérange encore. Et c'est tout ce qu'elle souhaite, déranger. Puis viennent les affaires. En 2010, elle est accusée d'avoir perçu 900 000 € d'une filiale de Renault-Nissan pour des prestations jugées floues. Les enquêteurs s'interrogent, travail réel ou influence politique. Dati se défend calmement. J'ai travaillé, j'ai des preuves. Le scandale ternit son image, mais elle ne fléchit pas, elle encaisse les coups, avance. Ce n'est ni la première ni la dernière tempête qu'elle traversera. La presse, avide de drame, fouille sa vie privée, ses bijoux, ses absences, ses fréquentations. Rien n'échappe à l'œil public. Pourtant, Dati refuse de se victimiser. Parce que je suis une femme d'origine maghrébine qui a réussi, lâche-t-elle sèchement. Derrière cette phrase, il y a toute sa colère, mais aussi son orgueil. Elle sait que son existence même est une provocation pour une partie de la France, alors plutôt que de se cacher, elle avance tête haute, regard droit, prête à rugir si nécessaire. Dans cette solitude du sommet, elle découvre la vérité du pouvoir. Il n'y a ni allié durable, ni reconnaissance éternelle. Le pouvoir use, trahit, mais révèle aussi. Et ce que le pouvoir a révélé de Rachida Dati, c'est une femme qui préfère le combat au compromis, la loyauté à la peur, le silence à la soumission. Lorsque Rachida Dati revient au gouvernement en janvier 2024, nommée ministre de la Culture par Gabriel Attal, la France retient son souffle une fois de plus. Pour beaucoup, ce retour est une surprise, pour d'autres, une revanche. La femme que l'on croyait usée par les polémiques reprend la scène comme une actrice principale qui connaît déjà son texte par cœur. Sa nomination, perçue d'abord comme symbolique, se transforme en coup de tonnerre. Dès son arrivée rue de Valois, elle impose sa manière, directe, tranchante, parfois brutale. Elle parle de culture, non pas comme d'un ornement, mais comme d'un combat. Un combat pour la dignité, pour la visibilité, pour la mémoire des oubliés. Mais derrière ce retour triomphal se cache un poids plus intime. La condamnation de Nicolas Sarkozy. 5 ans de prison, dont 2 fermes. Un verdict qui divise le pays et ravive chez elle une douleur ancienne. Ce jour-là, devant le tribunal, Dati se tient droite, vêtue de noir. Les caméras capturent son visage impassible, son regard fixe, comme si elle assistait à l'effondrement d'une époque. Les journalistes attendent une larme, une phrase, une colère. Elle ne donne rien, seulement ce silence, plus fort que n'importe quel discours. Le soir même, sur un plateau de télévision, elle finit par parler « Je reste loyale, je ne renie pas mes amitiés ». Cette phrase courte, presque austère, devient virale. Reprise, commentée, détournée. Pour les uns, c'est la preuve d'un attachement excessif. Pour les autres, la démonstration d'un courage rare, d'une fidélité sans calcul. Dati, elle, ne commande pas. Elle sait que cette phrase, comme un couperet, la définit désormais, la loyauté au-delà du pouvoir. Les semaines qui suivent sont rudes. Certains collègues ministres jugent son attitude déplacée, d'autres l'admirent en silence. Elle continue son travail, multiplie les apparitions publiques, mais une ombre plane. Chaque interview, chaque discours ramène inévitablement à lui Sarkozy. Les médias évoquent une visite discrète à la prison de la Santé. Était-ce personnel ou politique? Elle refuse de confirmer. C'est une affaire humaine, dit-elle simplement. 3 mots, et le mystère renaît. En avril 2025, lors d'un discours officiel, elle prononce une phrase qui glace la salle. Les grandes amitiés sont comme les grandes blessures. Elles ne se referment jamais. Personne ne la nomme, mais tout le monde comprend. Derrière la ministre de la Culture, c'est la femme qui parle, celle qui a aimé, combattu, protégé. Et dans ce glissement subtil entre politique et émotion, Rachida Dati révèle ce que les années de silence avaient dissimulé, un attachement plus profond qu'une simple loyauté politique.
Les mois suivants, elle s'efface peu à peu des dîners mondains, refuse les invitations télévisées. Certains parlent d'un retrait, d'autres d'une reconstruction. Dans le secret de son bureau, elle travaille à redéfinir son héritage, soutient des projets sur la diversité culturelle, défend les artistes des banlieues, s'engage pour la mémoire des femmes du pouvoir. Le bruit médiatique diminue, mais son influence demeure. Puis, un matin de juillet 2025, une photo paraît dans Paris Match. On y voit Rachida Dati, seule, marchant sur le pont Alexandre III. Le ciel est gris, la scène est calme. Elle regarde droit devant, un léger sourire aux lèvres. La légende est inutile. Cette image dit tout. La fin d'une ère peut être, mais surtout la paix retrouvée. À 60 ans passés, Rachida Dati n'a plus rien à prouver. Pourtant, son nom continue de provoquer autant qu'il inspire. La tempête s'est apaisée, mais l'empreinte demeure. Celle d'une femme qui a traversé la politique comme on traverse un champ de bataille blessée, mais debout. En ce matin d'été 2025, les caméras la surprennent seule, sur le pont Alexandre III, immobile face à la Seine. La scène, capturée par un photographe de Paris Match, devient instantanément iconique. Le manteau sombre, la lumière grise et ce sourire discret d'une femme qui a trouvé la paix dans la tempête. Car Dati n'a jamais renié la guerre, elle sait que la loyauté a un prix, qu'elle l'a payé sans jamais se plaindre, son silence désormais n'est plus une arme mais un refuge. Elle n'attend plus rien du pouvoir, si ce n'est la possibilité de transmettre ce qu'elle a appris, la fierté, la résistance, la dignité. Au ministère, elle s'entoure de jeunes conseillers qu'elle pousse à croire que la culture n'est pas un privilège, mais un droit. Elle soutient des films sur la banlieue, défend des artistes venus d'ailleurs, rappelle que la beauté peut naître de la poussière. En privé, elle demeure insaisissable. Le mystère autour du père de sa fille Zora persiste, mais elle ne cède pas. « Ma fille n'a pas choisi cette vie, répétait-elle encore, comme un bouclier contre la curiosité du monde. Ce secret, elle le garde non par honte, mais par amour. Parce qu'au fond, tout ce qu'elle a fait se battre, se taire, se relever, n'a jamais eu d'autre but que de lui léguer autre chose que la peur. Aujourd'hui, la fortune de Dati fait encore parler. Ses biens, ses placements, ses contrats. Mais sa véritable richesse ne se compte pas. Elle réside dans cette capacité rare à affronter le regard des autres, sans plier, à avancer même quand tout brûle. Quand on lui demande ce qu'elle laissera à sa fille, elle répond simplement « le courage de ne pas plaire ». Une phrase brute, mais juste. C'est toute sa vie condensée en quelques mots. Rachida Dati aura été tout à la fois. La petite fille des cités devenue ministre, l'amie fidèle d'un président déchu, la femme que la France a tant jugée sans jamais la comprendre, elle aura aimé le pouvoir sans jamais s'y soumettre. Et si l'histoire doit retenir une seule chose d'elle, ce sera celle-ci. La loyauté, même blessée, peut être une forme de liberté. De la cité de Saint-Rémy à l'hôtel de la rue de Valois, Rachida Dati incarne une trajectoire hors norme, marquée par la lutte, la loyauté et l'insoumission. Fille d'ouvrier devenue ministre, amie fidèle d'un président déchu, elle aura affronté la rumeur, le mépris et la solitude sans jamais céder. Sa force réside dans le silence, son arme dans la parole juste. Entre ombre et lumière, elle a fait de la loyauté un acte de rébellion, de sa vie, un manifeste pour la dignité. Une femme blessée mais indomptable, fidèle à elle-même jusqu'au bout,